Mercredi 1er juillet, merci de nous suivre et de continuer donc en tout cas à accroître votre fidélité à cette émission Guinée Today. Vous êtes les bienvenus. La Guinée qui accélère sa transition énergétique en intégrant massivement le solaire photovoltaïque à son mix traditionnellement dominé par l'hydroélectricité. Une stratégie qui vise à diversifier les sources d'énergie, à pallier les difficultés du réseau et à favoriser l'électrification rurale des centrales de Kamisaya et de Koumangeli aux initiatives portées par l'AGR dans le domaine de l'électrification rurale. Ces investissements s'inscrivent dans une volonté plus globale d'atteindre l'électrification pour tous d'ici 2030 en s'appuyant sur des partenariats publics-privés PPP. Comment le ministère en charge de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'énergie s'y emploie-t-il? Nous posons la question. Et quelles en sont les avancées enregistrées, les défis à relever et quelles perspectives pour le secteur de l'énergie dans notre pays? Autant de questions et bien d'autres que nous allons adresser à notre invité prestige de ce mercredi 1er juillet, en l'occurrence M. Laïsekou Kamara, ministre de l'Énergie. Il est déjà dans nos locaux, il nous rejoindra dès 9h30 sur ce plateau. La parole à présent à notre invité. Bonjour, M. le ministre de l'Énergie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question avec vous, Mohamed. Alors, monsieur le ministre, quel est aujourd'hui l'état des lieux que vous dressez du fonctionnement de EDG et quelles réformes en cours depuis votre arrivée à la tête du ministère de l'Énergie? Merci. Et je voulais d'abord saluer les téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et les remercier aujourd'hui de m'avoir ici. Yeah. C'est grâce à cette volonté de Dieu que je suis là ce matin. Tout à fait. Ce n'était pas prévu. Tout à fait. Okay. Et aussi remercier le général Mamadi Doumbouya qui m'a donné l'opportunité d'occuper ce département. Ouais. Et en même temps avec les vigilances de notre cher Premier ministre, tout à fait, Amadou Ouriba, qui coordonne les actions du gouvernement. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce matin, cette question, c'est vrai, EDG aujourd'hui, c'est le centre de toutes les discussions. Ouais. Mais sauf que EDG a un directeur général, et moi, je suis ministre et je m'occupe de la stratégie du gouvernement. Mais quand même, ce qu'on pourra dire, aujourd'hui, il y a une avancée au niveau de EDG. C'est vrai, les gens pensent que tout est mauvais. Mais quand même, les dirigeants de EDG essayent quand même de travailler dur pour pouvoir satisfaire la population guinéenne. Okay. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées en termes de réformes. Ils avancent au fur et à mesure. Vous savez, EDG est une institution. Ce n'est pas la réforme de 3 mois qui va donner un résultat. Ça prend du temps. Okay. Donc, il faut donner le temps à ces dirigeants pour rester dans la dynamique de leur réforme. Très bien. Et là, ils ont la chance de prouver ce qu'ils savent faire. Ouais. Il y a toujours des choses, c'est jamais parfait, mais on essaye de redresser au fur et à mesure. Et là où je suis très content, bientôt il y a une partie qui va être certifiée ISO. Très bien. Ça c'est déjà un gros progrès. Okay. Parce que la certificat ISO, ça donne vraiment confiance à vos partenaires. Très bien. Donc ça, ils sont en train de travailler dur là-dessus. Ils vont être bientôt certifiés ISO avec une branche commerciale. Donc ça c'est déjà important. Ouais. C'est pas nous qui les certifions, c'est des institutions internationales qui viennent certifier. Ça veut dire que du travail a été fait. Donc ça, il faut l'encourager. Donc globalement, ce que je peux dire, mon frère, aujourd'hui, il y a une avancée à EDG et ça, ce que le ministère appuie et faire avancer. Vous connaissez la maison EDG Bien pour sûr. y avoir été directeur général? Non, pas être seulement directeur, avoir commencé ma carrière à EDG. Très bien. J'ai commencé à travailler comme ouvrier à EDG, donc je connais bien la boîte. Donc c'est pas un lieu où... Donc vous y avez fait toute votre carrière? Toute ma carrière, j'ai commencé comme stagiaire d'abord, ensuite embauché à EDG en 98. J'ai commencé comme ouvrier à EDG. Voilà. Donc c'est ça un peu. Très bien. Après l'université. Donc, mais dans le plus concret, quelles sont les réformes portées par la nouvelle direction? Oui, aujourd'hui la réforme qui satisfont le ministère. Vous savez, la question, vous savez, bon, je donnerai plus la parole au directeur de EDG qui va rentrer plus en profondeur parce que c'est lui qui a entamé cette réforme. Très bien. Parce qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Ouais. Je ne viendrai pas ici parler de ça. Non, c'est vrai qu'il le fait pour nous tous, il le fait pour le pays, il le fait pour le président de la République, qui l'a désigné pour aujourd'hui assurer les rênes de la direction de EDG.
Bien. Donc, mais cette réforme-là, aujourd'hui, ça aussi, nous nous sommes évalués là-dessus parce que nous devons suivre l'avancée de cette Effectivement. réforme, essayer de redresser ce qui est à redresser et accompagner pour que, au moins, le pays puisse vraiment être satisfait des prestations. Parce que ce qui est important, c'est la population. Tout à fait. Nous servons le peuple de Guinée. Ouais. Donc ce peuple de Guinée nous évalue aussi. Ouais. Bien que, quelle que soit la réforme que nous faisons, si le peuple n'est pas satisfait, ça veut dire qu'il y a encore, on doit revoir ce que nous faisons. Bien. Voilà, c'est ce que- Et voilà, dans un instant, on parle là forcément donc, de la cause du peuple. Oui, Basekou, la suite. Oui, alors, monsieur le ministre, à date, quelles sont les capacités installées sur l'ensemble des infrastructures énergétiques du pays? Sont-elles suffisantes pour couvrir tous les besoins? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, en matière d'énergie, ce que nous appelons la demande. La demande croît. Et si vous n'augmentez pas, ça veut dire que vous n'évoluez pas. Ça veut dire que le pays ne se développe pas. Nous avons aujourd'hui le programme Simandou. Sans se mentir, aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe au port de Conakry. Toutes les prévisions sont dépassées. Voilà, c'est la même chose. Le port n'a jamais pensé aujourd'hui être aussi débordé qu'elle est aujourd'hui. Donc, il faut avoir une nouvelle stratégie pour pouvoir vraiment, comment on appelle, Allez-y. pour pouvoir vraiment subvenir aux besoins du peuple de Guinée. C'est la même chose en électricité. Nous avons une capacité totale aux environs de 1300 mégawatts. 1300. Voilà. Donc c'est tout confondu. Mais il y a la capacité installée, il y a la capacité disponible. Donc il faut faire la différence. Il peut y avoir une capacité installée, mais est-ce que toute la capacité est disponible? À date, quelle est la capacité disponible? Disponible. Donc la Disponible capacité sur le réseau. sur le réseau. Aujourd'hui, si je fais le cumul des thermiques et des hydrauliques, on pourra se retrouver aux alentours de 800. 800. Voilà, aux alentours Sur de 800. 1300. Sur les 1300. Parce qu'il y a des machines qui sont à l'arrêt pour entretien. Parce qu'une fois qu'elle est à l'arrêt pour entretien, elle est à l'arrêt pour entretien. Donc elle n'est pas disponible. Ouais. Donc on sort ça là-dedans. Ouais. Hein, il y a des machines qui sont en panne prolongée. Ça aussi, il faut les éliminer. Donc c'est sur ça que nous travaillons. C'est ce que nous appelons un plan de production. Le plan de production que nous faisons maintenant là est basé sur la disponibilité des équipements. Donc c'est pour cela qu'il faut améliorer. Ouais. Ensuite, la demande qui croît en longueur de journée. C'est quoi aujourd'hui les besoins? Les besoins de la Guinée. Les besoins de la Guinée aujourd'hui, il faut l'estimer. Je peux dire parce que nous avons un réseau qui ne prend pas tout le pays en compte. Hein? Le réseau prend seulement c'est-à-dire la Basse-Côte et la Moyenne Guinée et une partie de la Guinée française, c'est-à-dire la seule ville de Zérekoré. Donc ça c'est le besoin que nous pouvons estimer aujourd'hui. Mais par contre encore quand vous voyez ce besoin, le Grand Conakry n'a pas encore de réseau. Donc il y a des projets d'extension des réseaux. Très bien. Mais plus tu fais l'extension du réseau, plus la demande croît. Ouais. Et plus la demande croît, il y a le besoin de production. Et s'il n'y a pas de production, il y a un manque. Ouais. C'est pour cela qu'on parle des programmes de coupure et autres qui s'en viennent parce que ce qu'on a ne suffit pas tout le monde. Donc ça, oui. Alors, oui, monsieur le ministre, toujours sur la même question, qu'en est-il de la situation et de la capacité de production de la centrale flottante? Le bateau. Oui. Oui. Le bateau. Oui. Bon, le bateau a une puissance de 150 MW aujourd'hui. Qui rentre dans les, Qui dans rentre- les, dans les 800. Voilà, qui rentre dans le plan de production. Tout à fait. C'est-à-dire les 150 MW. Donc aujourd'hui, les 150 MW que le bateau nous fournit. Ok, ça c'est la puissance que nous avons contractée avec le bateau. Ça c'est le bateau nous fournit les 150 MW. Mais nous, à notre disposition, nous avons Swapiti, nous avons Kalita, nous avons Galafiri, nous avons le système SAMU qui est là, plus nos propres centrales. Mais puisque le besoin ne fait que croître, aujourd'hui nous avons un taux de croissance de plus de 12%. Alors que dans le temps normal, tu as la croissance, aujourd'hui on est normalement à 3%. Mais vu le besoin de la Guinée, aujourd'hui on est à 12%. Ça veut dire que nous devons suivre cette cadence. Aujourd'hui on est en train de travailler dur. L'État est en train de travailler, l'État est en train de mettre tous les moyens pour essayer d'en arriver, pour au moins couper cette courbe-là. Ça veut dire aujourd'hui on a la centrale de Amaria qui est en pleine construction. Aujourd'hui on a à peu près 60 à 65% d'exécution physique de cette centrale-là. Ouais. Donc ce qui signifie en août 2027, nous aurons le premier groupe de Amaria qui va venir au réseau. Ça veut dire qu'on aura 100 MW de plus qui va venir. Et d'ici décembre 2027, nous aurons les 300 MW de Amaria. Il y a d'autres centrales qui sont en construction. Vous savez, récemment, nous avons lancé la centrale de Kamisaya qui fait 50 MW. Ça, c'est du solaire. Ça viendra aider.
Nous avons des projets bientôt qui vont démarrer. Il y a aussi la centrale qu'on est en train de négocier avec la BID de 70 MW solaires. Donc nous avons beaucoup de projets solaires aujourd'hui, pratiquement dans toutes les régions de la Guinée. Très bien. Notamment à Boké, on a au moins 80 MW solaires qui est déjà discuté aujourd'hui à Boké. On a d'autres centrales hydrauliques qui sont en négociation pour leur reconstruction. Notamment FOMI. Oui, FOMI, nous avons beaucoup avancé avec FOMI parce que nous avons réussi à casser le coût de FOMI en faisant quoi? Récemment, votre collègue du Mali était là. Oui, vous savez, le Mali est très intéressé avec la construction de FOMI. Ça nous permet de la navigabilité entre Bamako et Kankan. Très bien. Donc ça, c'est important. Et ça nous permet aussi de désensabler le Niger. Ça, c'est aussi important. Et ça permet aussi de faire l'agriculture. Donc c'est pour cela que le collègue malien, il était là pour qu'on en discute en profondeur. Et nous avons réussi, avec le ministère de l'Agriculture, tout ce qui est aménagement agricole dans le projet FOMI est passé dans le portefeuille de l'agriculture. Ça, c'est une avancée. Ça, c'est la collaboration gouvernementale. Très bien. Ensuite, tout ce qui est ouvrage de franchissement, c'est-à-dire les routes, les ponts, sont passés dans le portefeuille des travaux publics. Ça aussi, c'est une avancée importante. Ça nous permet, nous, ministère de l'Énergie, de nous concentrer uniquement sur la construction du barrage. Il y a aussi Kogwedou. Oui, ça Kogwedou, existe toujours, bon, Kogwedou, ça existe toujours, mais pour le moment, elle est en veille. Nous travaillons avec un financement de la BID sur le projet de Maurice Anako pour les études et le Grand King Kong aujourd'hui, qui fait les deux jumelés vont nous faire presque 250 MW. Wow. Donc ça, c'est important pour le pays. Et tout ça, c'est grâce à la vision du gouvernement pour que vraiment le peuple de Guinée aujourd'hui sorte de cette situation. Parce que imaginez-vous, il y a des villes aujourd'hui en Guinée, c'est pas normal qu'on soit à 6 heures d'alimentation. Et ça, c'est l'un des grands objectifs. Comme Kankan. Oui, quand tu prends la ville de Kankan, aujourd'hui, la ville de Kissidougou, la ville de Farana, la ville de Dabola, c'est de grandes villes. Mais ces villes aujourd'hui, ils ont 6 heures d'alimentation, ce qui est anormal aujourd'hui. Ce sont des grandes villes quand même. Ce sont des grandes villes qu'il faut chercher à sortir du noir, à sortir de ce que nous sommes en train de faire. C'est ça l'objectif de l'État aujourd'hui. Bien, on parlera plus tard de Kankan tout à l'heure. Notre invité en ce mercredi, M. Laïssékou Camara, ministre de l'Énergie, vous continuez à nous envoyer vos questions au 614 10 29 29. La suite avec vous. Alors, Monsieur le ministre, ma question va dans le cadre de vos derniers propos. En tant que ministre de tutelle et concrètement et en termes très simples, quelles sont aujourd'hui les raisons, parce que ce sont les idées qui viennent quand même dans l'opinion, la coupure d'électricité qui devient monnaie courante aujourd'hui à Conakry, on a l'impression que c'est le retour des délestages d'antan. Et que se passe-t-il donc, quelles sont les raisons de cette dégradation en dessert? Non, il y a plusieurs raisons quand il y a des coupures. Je m'en vais vous dire d'abord, il n'est pas un plaisir pour un département ou bien pour une direction de EDG qu'il y ait des coupures. Il y a des coupures involontaires qui sont dues à des pannes. Il y a des coupures programmées qui sont dues aux entretiens. Il faut que les gens comprennent ça. Ensuite, nous rentrons dans une saison. Et cette rentrée de saison, vous avez des vents violents, des intempéries qui sont là, des arbres se coupent et se couchent. Donc il y a tous ces programmes-là qui font que pendant l'entrée de la saison, vous allez remarquer chaque année, faites la revue des années passées, vous verrez que chaque année, dans ces mois-ci, à l'entrée de la pluie, il y a beaucoup de coupures qui s'en viennent. C'est des coupures dues à des pannes, à des intempéries, des arbres, des branches d'arbres qui tombent sur comment on appelle les fils du conducteur. Ensuite, il y a des mauvais branchements dus aux clandestins dans les quartiers. Parce que vous savez, sans se leurrer, que nous avons nos frères qui sont, après un stage à EDG, ils apprennent à monter au poteau et après le stage, ils travaillent à leur propre compte dans les quartiers. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le ministre, pour démanteler ces réseaux clandestins dans les quartiers? Oui, ça c'est un autre programme. Vous savez, ça existe partout dans le monde. Ça existe. J'ai travaillé dans d'autres structures qui ne sont pas en dehors de la Guinée. Je sais que ça existe, mais il faut diminuer leur impact sur le réseau. Et la seule façon de diminuer leur impact, c'est d'organiser le secteur de l'énergie. Vous savez, aujourd'hui, moi, je peux me déclarer électricien, mais je n'ai aucune autorisation qui m'a été donnée pour être électricien. Bien que j'ai étudié l'électricité, je dois avoir une autorisation pour être électricien. Mais nous n'avons pas encore ce programme en Guinée. C'est-à-dire, je dois avoir une licence, comme la licence de pêche, par exemple. La pêche, tu ne te lèves pas demain matin pour avoir un bateau pour aller pêcher. Non, pas du tout. On te donne une licence pour aller pêcher. C'est la même chose. Le secteur de l'énergie doit être organisé pour qu'au moins les acteurs aient des licences pour pratiquer.
Là, tu crées ta petite boîte, ta petite compagnie d'électricité, tu as une licence, tu as une responsabilité. Ça veut dire la licence te donne une responsabilité. Parce que si tu interviens sur le réseau, il faut qu'on te donne l'autorisation d'intervenir sur le réseau. Si j'installe ce studio, ici aujourd'hui, il faut que j'ai une licence qui me permet de l'installer. En tout cas, ouais. En cas de court-circuit, qui paye? Ouais. En cas de problème, qui paye? Il faut trouver quelqu'un qui a une assurance. Voilà, il faut l'assurer. Donc, les gens n'ont pas, chacun se dit électricien, mais il n'y a aucune organisation qui les permet de dire aujourd'hui, voici ta licence qui te permet d'exercer. Parce que quand celui qui te donne cette licence te forme à l'électricité bâtiment, te forme comment travailler sur le réseau et te donne les règles du réseau qui te permettent d'intervenir sur notre réseau. Mais aujourd'hui, tout le monde intervient parce que j'ai fait un stage à EDG, j'ai une ceinture, je peux monter au poteau et j'ai mon frère ou j'ai un ami, un grand frère dans le quartier qui veut se brancher, je le branche. Et je le branche comme je veux. Et après, il y a les indices, après, il y a des problèmes. Et tout ça est retombé sur l'entreprise qui gère. Donc, est-ce que ça, ce ne sont pas des clandestins qu'il faut sanctionner? Oui. Ceux-là, récemment, EDG a sanctionné les clandestins. Hein? Ils sont allés même jusqu'en justice. Ça, ce sont des actions qui vont continuer. Mais il faut encore sensibiliser. Parce que c'est vrai, il faut sanctionner, mais c'est nos frères. Il faut continuer la sensibilisation. La sensibilisation pour les amener à quitter ce domaine, à être des gens, mais c'est pour cela que j'ai parlé d'organisation. Parce que s'il y a des petites entreprises dans les quartiers ou dans les zones qui ont des entreprises d'électricité, ceci peut les embaucher. Ils ont une licence, ils sont reconnus comme acteurs du secteur. Bien. Sur les véritables ou la véritable raison de ces coupures, est-ce qu'on peut d'ailleurs parler de délestage? Monsieur le ministre Moudi l'a posé la question. À un moment donné, en tout cas sous les 2 derniers mois, beaucoup d'habitants des citoyens de Conakry ont pensé qu'on avait basculé dans le délestage d'antan. Non. On avait eu à un moment donné... C'est-à-dire, il faut que vous, comment on ait les pieds sur terre. Très bien. Allez-y. Je vous ai parlé tout de suite de la croissance de la demande. Et la demande amène quoi? S'il n'y a pas de production qui suit, il faut qu'on rattrape cette demande. Et le peu qu'on a, c'est ce qu'on partage. Quand on parle de délestage, c'est le partage du peu qu'on a. C'est-à-dire la quantité d'énergie que nous avons, on ne peut pas le donner à tout le monde à un certain moment. Donc on est obligé de prioriser ce partage-là, de donner à certains pour satisfaire tout le monde. Maintenant, s'il y a la production, aujourd'hui nous sommes interconnectés avec les pays voisins. En ce moment précis, tous nos pays voisins ont les mêmes problèmes que la Guinée. L'interconnexion, on a le même problème. Aujourd'hui, on ne peut pas importer du Sénégal, on ne peut pas importer de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en a ici, le Sénégal en a ici. Tout le monde, on a le même besoin au même moment parce qu'il y a la question de saisonnalité dans nos pays. C'est-à-dire s'il pleut à Conakry, il pleut à Abidjan, il pleut à Morovia, il pleut en Sierra Leone, il pleut à Dakar. Donc c'est la sous-région. On a la même chose. Donc s'il y a un manque d'eau en Guinée, il y a manque d'eau en Côte d'Ivoire, il y a manque d'eau au Sénégal. Forcément. Voilà. Donc aujourd'hui, chacun cherche à satisfaire sa demande intérieure. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en échange d'énergie? Quand tu en as, quand j'ai besoin, je prends. Quand tu as besoin, je te donne. Et aujourd'hui, la Guinée, quand même, c'est la dorsale de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. En matière de production, nous sommes une dorsale, nous sommes une zone de réglage. Quand on est interconnecté, on permet de stabiliser toute la sous-région aujourd'hui. Et ça, oui, le WAP compte sur la Guinée pour ça. Parce que nous avons de grosses centrales qui permettent de stabiliser le réseau et ça satisfait tout le monde. Très bien. On a eu quelques perturbations, je pense que le mois passé, ça c'était parce qu'il y avait des problèmes au Sénégal, donc ça a impacté, on était obligé de se déconnecter. Parce qu'on était là, et on stabilise, mais si ça ne va pas ailleurs, c'est comme un bagage. Quand tu le portes avec quelqu'un, quand lui il lâche, toi tu es obligé, soit tu prends, ou toi aussi tu laisses. Tout à fait. Voilà, donc ça crée des perturbations. Mais quand même, grâce au WAP, on est en train de travailler pour qu'on stabilise le réseau sous-régional. Très bien. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de travailler pour augmenter notre capacité de production en construisant des centrales. Et c'est pour cela que nous avons la centrale de Amaria qui est en pleine construction aujourd'hui. Et vous étiez avec nous à l'INSAN. Et on va lancer encore cette centrale. Et aujourd'hui, j'anticipe sur Cancan, la centrale de 40 MW de Cancan est aujourd'hui presque prêt avec la BID. Nous sommes juste dans le processus de recrutement de l'entreprise qui va construire cette centrale pour qu'au moins Cancan ait sa première centrale normale de 40 MW. Peut-être récemment, j'ai discuté avec la BID pour voir la possibilité d'aller plus. Parce qu'on a fait la demande de 40 MW, ça c'était en 2023. En 2023, nous sommes en 2026. Donc ça veut dire aujourd'hui, quand on a besoin plus, au lieu qu'on se limite à 40, pourquoi pas aller à 60 ?
vu la croissance de la demande. La demande, oui. Récemment, pendant la fête de Mamaya à Kankan, aujourd'hui, on était à 30 MW. Wow. Ça, c'est ceux-là qu'on pouvait alimenter. Ouais. La puissance, on est allé jusqu'à 30 MW. Ça veut dire quoi? En temps normal, si j'alimente tout Kankan, je serai à 40 MW. Ou plus d'ailleurs. Parce qu'on ne connaît pas réellement les charges réelles tant qu'on n'a pas tout le monde, ou tant qu'on n'a pas fait un recensement exhaustif de la population. Donc, en clair, les coupures que Conakry a enregistrées récemment n'étaient pas dues à l'étiage. Non, ce n'était pas dû à l'étiage. Il y avait des perturbations. C'était dû à des perturbations. Dû aux travaux que déjà annoncés. Non, il y avait des travaux parce qu'il faut préparer l'entrée de la saison. Parce que nous sommes en saison de pluie. Après, nous allons retirer les centrales thermiques. Nous allons faire les programmes de mise à niveau avant la saison sèche de 2027. Très bien. Donc, d'ici novembre, nous devons finir tous les programmes de maintenance pour au moins subvenir. Mais qu'à cela ne tienne, nous comptons sur les nouvelles centrales qui doivent venir. Très bien. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je m'en vais vous dire, même à Abidjan, il y a des coupures. Ouais. Hein? Bamako, c'est pire. Bon, récemment, j'étais à Bamako encore. J'ai vu à chaque 30 minutes, il y a une coupure. Mais on se bat. C'est pour cela on a créé l'OMVG, on a créé l'OMVS pour se donner la main, pour que la sous-région, on puisse s'entraider. Très bien. Les vérités du ministre Laïsekou Kamara, ministre de l'Énergie, dans Guinée Today sur Télé 24. La suite, Mohamed. Alors, monsieur le ministre, quel est aujourd'hui l'état des lieux des lignes de transport? Les lignes de transport. Vous savez, les lignes de transport, c'est le squelette, comme on l'appelle, de notre secteur. Les lignes de transport sont tellement importantes aujourd'hui qu'il faut vraiment bien l'entendre. Parce que tu peux avoir la production, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si les lignes de transport ne sont pas là, tu ne peux pas. On a eu cet exemple. C'était quand on a fini la construction du barrage de Swapiti. Nous avons vu que la ligne qui nous permet d'alimenter Conakry n'était pas suffisante. Donc aujourd'hui, le gouvernement a pris à bras le corps. Avec Vinci Énergie aujourd'hui, nous allons construire une ligne jusqu'à Fomi. D'abord, pour une première phase, nous allons construire l'INSAN d'Aboula, qui est déjà ratifié. Vous avez vu le décret qui est passé, qui est ratifié. Ensuite, nous sommes en pleine construction avec l'AFD, financement AFD, de l'INSAN à Conakry d'une ligne de 225 kV. Tout ça, c'est pour sécuriser Conakry, en prélude de l'arrivée de Amaria. Parce qu'à partir de Kalita, nous avons une ligne de 800 MW qui vient à l'INSAN. Mais pour venir sur Conakry, la ligne n'est pas suffisante. C'est pour cela avec l'AFD, nous avons négocié avec l'AFD pour financer le projet d'alimentation en une ligne 225 sur Conakry. Et aujourd'hui, nous continuons les négociations pour nous permettre d'envoyer la 225 jusqu'à Matoto. Parce que Matoto est le centre. Nous avons aussi le projet de la côtière. La côtière, récemment aussi, a été signée. Aujourd'hui, on a en pleine construction de la ligne de Amaria jusqu'à Doubreka et faire un poste pour Doubreka pour venir à Manéa. Il y a aussi la ligne de Bofa. Donc Bofa aujourd'hui va avoir au moins 2 postes, un poste à Bel-Air et un poste à Bofa même. Donc on a fait aussi la requête avec l'OMVG pour construire un poste à Lissor. Ça aussi c'est dans Bofa. Donc tout ceci, pour prendre toute cette zone, il faut des lignes de transport. Donc les lignes de transport sont bel et bien dans un programme où ça évolue très vite. Aujourd'hui, on est en pleine construction de la ligne Guinée-Mali qui quitte Zérekouré jusqu'à Sigiri et qui rentre au Mali. C'est une ligne plus de 570 km, aujourd'hui 225 qui va nous permettre, d'ici la fin de l'année, de voir un grand changement en Guinée de ce côté-là. C'est pour cela que nous anticipons sur tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons la ligne aussi avec l'entreprise, comme j'étais aux infrastructures, l'entreprise qui a le contrat de route de Dabola à Farana, c'est la même entreprise qui construit la ligne Dabola-Farana en 225. Très bien. Monsieur Laïsekou Kamara, notre invité, ministre de l'Énergie. Oui, allez-y, Basekou. Monsieur le ministre, quel est l'apport notamment des barrages Kalita et Swapiti? Qu'en est-il des centrales privées, notamment du bateau turc? Oui, on en a déjà parlé. Oui, les centrales. Oui, il y a d'autres centrales. Il y a d'autres centrales, bien sûr. Aujourd'hui, avec, comment on appelle, nous avons Grande Chute déjà, sur 4 machines, on a 2 machines qui sont disponibles aujourd'hui. Avec un financement de la BEI. Ça, mais ça continue. Peut-être d'ici la fin de l'année, on pourra avoir les 4 groupes de Grande Chute. Donc tout le système SAMU va être là. Ça, c'est Banéa et Donkéa. Banéa et Donkéa. Grande Chute. Bon, Banéa déjà, comme on appelle Donkéa, déjà en plein fonctionnement aujourd'hui. Grâce aussi
à une coopération avec un privé. On a pu réparer Banéa. C'est combien de mégawatts? Banéa aujourd'hui nous fait 18. Très bien. Voilà, à l'époque c'était 15. Mais avec Topaz, nous sommes allés avec Topaz. Topaz nous a aidés, on a travaillé dur là-dessus. Mais grâce à Topaz, aujourd'hui, Banéa, on est à 18 MW. Très bien. Ça, il faut le dire, il faut remercier quand même Topaz. Parce que ça veut dire qu'il faut inviter les autres acteurs guinéens à s'intéresser, privés, à s'intéresser. Parce que nous avons fait la requête auprès de Topaz. Topaz est venu, nous avons échangé, ils nous ont financé. Donkea, grâce à Donkea aujourd'hui. Et ils ont augmenté la puissance parce qu'on a quitté 15 pour aller à 18. À 18. Ça, c'est un gain. Ouais. Hein, et c'est dans une coopération entre deux entreprises, deux entités, ce qui est à saluer. Donc ça veut dire que les autres privés guinéens peuvent s'intéresser au secteur de l'énergie pour aider EDG aussi à s'en sortir, parce que ça c'est clair. Vous pouvez aller visiter et ça c'est fait dans les normes, avec toutes les commodités que vous pouvez imaginer quand vous arrivez à Donkea aujourd'hui. Et ça, c'est pas une entreprise d'ailleurs, c'est une entreprise qui est installée en Guinée, qui évolue sur le terrain guinéen. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, 80% ou 70% de notre énergie, c'est Kaleta Swapiti. Ce sont nos plus grosses centrales aujourd'hui. Et quand tu vois le schéma directeur de nos productions, tu ne verras pas une centrale aujourd'hui dans aucun coin de la Guinée qui va être plus grand que Swapiti. Ok? Si c'est Kukutamba te fait 294 aujourd'hui. Donc les 294, là c'est Kukutamba. Après Kukutamba, Mourisanako, tu as 100 MW. Le Grand King Kong, ça te fait 135. Donc pratiquement, c'est Swapiti, c'est-à-dire que notre gros camion. C'est-à-dire celle qui prend 420 450. 450. Donc c'est là. Mais nous avons aussi actuellement en train de discuter, parce qu'on a trouvé aussi un autre site un peu en amont de Swapiti, que nous appelons le Petit Swapiti, qui est entre Garafiri et Swapiti, qui va faire 100 MW. Et récemment, déjà, nous démarrons les études pour au moins compléter le système concouré. C'est-à-dire tu auras Garafiri, le Petit Swapiti, Kaleta et Amaria qui est à la fin. Donc, qui fait 300 MW. Donc tu auras tous ces barrages en cascade. Ça veut dire l'eau qui est turbinée à Garafiri est turbinée à Petit Swapiti, turbinée à Swapiti. Ça veut dire qu'il y a un gain que nous réalisons sur le turbinage. Sur toute la chaîne. Très bien. Voilà, c'est ce qui est important dans les barrages en cascade. Donc on va pour rester dans le même sillage, oui. Donc on va vers l'indépendance énergétique de la Guinée. Non, vous savez, il faut enlever ce mot indépendance énergétique. Souveraineté énergétique. Souveraineté énergétique. Il faut l'enlever. Vous savez, voilà. Le développement appelle la croissance. La croissance appelle l'énergie. Tout ce que nous faisons, Simandou 2040, si on n'a pas d'énergie, on ne pourra rien faire. Ça veut dire quoi? Nous allons réaliser tout ce que nous allons à mettre en Guinée pour avoir la puissance. Et plus il y a l'énergie, plus vous appelez les industriels à venir en Guinée s'installer. Aujourd'hui, dès qu'on a eu Swapiti, regardez la courbe de croissance de l'industrialisation de notre pays. Quand on aura Amaria, vous allez voir que cette courbe aussi va aller en vitesse, parce que les gens ont besoin d'énergie pour s'installer dans votre pays. Tout à fait. Et s'il y a de l'énergie à moindre coût, ils viendront s'installer. Ça veut dire qu'on sera en perpétuelle construction d'amélioration de notre système. C'est pour cela il ne faut pas dire indépendance. Ce qu'on cherche, c'est de stabiliser toute la sous-région, parce que si moi j'ai de l'énergie, ils viendront, comment on appelle, en Guinée, n'est-ce pas? Bien. Je serai obligé un moment d'importer. C'est pour cela qu'on parle d'interconnexion. Cette interconnexion appelle échange d'énergie. Aujourd'hui, avec le marché que le WAP est en train de mettre en place, je peux même voir un privé producteur qui se trouve au Nigeria lui demander de l'énergie en Guinée. Je l'achète à partir du Nigeria, il m'envoie cette énergie ici pour satisfaire ma demande. Cette demande, elle est croissante, elle ne va jamais se stabiliser. Donc, l'indépendance, mais il faut savoir que ce que nous cherchons, c'est de quand même arriver à un moment à satisfaire au moins le besoin de base. Parce que cette courbe-là, c'est pour cela qu'on fait appel aux centrales solaires, aux centrales choses qui viennent à des moments complétés. Tous les programmes de construction des barrages aujourd'hui, nous ajoutons du solaire à côté. Pourquoi? Pour gérer la quantité d'eau que nous avons. Parce que le solaire, on va l'utiliser pendant la journée, à un certain moment, et le soir maintenant, on utilise en plein pot l'hydraulique. Donc, on a additionné aujourd'hui des centrales solaires à tous nos barrages. Même on va en construire à Kamisaya, c'est à côté de Garafiri, tout à l'heure. Et on est en discussion avec CWE pour construire à Swapiti même une centrale solaire de 130 MW à Swapiti. Tout ça, oui, sincèrement. La production aujourd'hui, nous allons arriver à un niveau où nous serons là pour soutenir tout le réseau et satisfaire non seulement la demande interne, mais la demande externe.
L'objectif, c'est de dépasser la Côte d'Ivoire en termes de capacité. Parce que la Côte d'Ivoire est à plus de 3000. Oui, la pointe à Abidjan aujourd'hui, ils sont à 2000 MW. Nous, notre pointe aujourd'hui, on est aux alentours de 1000 MW. La pointe. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Nous, aujourd'hui, on est en train d'avancer. On est en train de construire des usines. Aujourd'hui, on a lancé la construction de 3 usines. Les 3 raffineries. 3 raffineries. Venir, voilà, les 3 raffineries, c'est quoi ça veut dire? Comment il y a besoin faites d'énergie aujourd'hui. Donc, nous aussi, on est en train de construire de grosses centrales. Et je ne veux pas le dire, mais nous avons quand même une centrale à gaz de grande capacité qui va bientôt démarrer aussi la construction. Donc, tout ça, c'est pour survenir aux besoins du développement de la Guinée. Parce que sans ça, on ne peut pas développer. Bien. Ces usines, on ne peut pas. Bien. Monsieur le ministre, quelle est la vérité aujourd'hui sur les coûts d'acquisition de l'électricité fournie par les sociétés de gestion de Kalita et Swapiti, et à combien EDG revend cette électricité? Oui, mais ça bon, j'appelle ça basic question. Le coût est connu de tout le monde. Nous sommes pratiquement à 11 cents le kilowattheure aujourd'hui. OK? Et cette différence-là, quand vous entendez parler de subvention, c'est pour ce gap. OK? Parce que qui fixe le prix du kilowattheure? C'est l'État. C'est l'État qui décide pour dire... C'est pour cela que j'ai dit une fois à la population guinéenne, l'État vous subventionne. Ce n'est pas EDG on subventionne. C'est vos factures. Quand vous regardez vos factures, vos consommations, c'est l'État qui subventionne. Donc vous devez dire merci au président de la République. Voilà, c'est lui qui décide, non, ma population ne paye que cette somme-là. Donc cette quantité que ma population paye, moi, en tant que président de la République, je m'engage à payer le gap à l'entreprise qui produit. Sinon aujourd'hui, on est à 11 cents le kilowattheure. Donc, mais nous sommes en train de voir... 11 cents, ça fait combien en francs guinéens? 11 cents dollars. Ouais. Bon, ça doit être aux alentours de 1500 ou francs guinéens ou à peu près. 11 cents le dollar. Par rapport à la sous-région? Non, par rapport à la sous-région, ils sont plus chers. Ça dépend de l'équipement de production. C'est-à-dire, le prix hydraulique et le prix thermique, c'est très différent. Si ton électricité à la base, si vous voyez dans la sous-région, l'énergie est plus chère dans la sous-région que partout. Dans la sous-région, ils sont très chers. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre certaines choses qu'on se permet en Guinée ici. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les villas de Conakry, il n'y a que des climatiseurs dans les salons. Et toutes les chambres sont climatisées. Allez-y, à Abidjan. Vous ne verrez pas de climatiseur dans un salon. Tu ne peux pas te permettre parce que ça te coûte très cher. Vous l'allumez de façon intermittente. Oui, vous gérez. En fonction de votre poste, vous gérez. Mais moi, modeste famille, je ne peux pas me permettre. C'est pour cela que je disais aux gens de modeste d'aller vers des compteurs après paiement. Pour un père de famille, tu gères. Tu as un salarié. Gère ta consommation. Tu gères ta consommation avec un prépaiement. Parce que tu sais que moi, quand je mets 100 000 dans mon compteur, ça me fait 1-2 par semaine. Bien, on va en parler tout à l'heure, monsieur, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, sur les compteurs à prépaiement. Oui, la suite avec vous, Modo. Franchement, monsieur le ministre, récemment, on a vu le PM Baouri qui a dénoncé le niveau assez élevé de la subvention de l'État au secteur de l'énergie. On parle de plus de 3 000 milliards. Voilà, par an. Par quoi se justifie cette subvention et que faut-il faire pour mettre fin à cette saignée? Vous savez, ça c'est une question à laquelle je n'aime pas trop répondre, mais je vais la répondre. En fait, aujourd'hui, le ministère de l'énergie, on nous parle de subventions de 3 000 et quelques milliards. Ces 3 000 et quelques milliards ne sont pas gérés par EDG, parce que pour le commun mortel, EDG reçoit 3 000 milliards. EDG ne reçoit aucun franc. OK. Voilà. Ces 3 000 milliards, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, EDG achète l'énergie à Swapiti Kalita à 11 cents le kilowattheure. Ces 11 cents, ils vendent, je peux vous dire, à un prix, j'appelle ça un prix dérisoire, parce qu'on a le prix le plus bas de la sous-région, à 400 francs le kilowattheure, 400 francs guinéens le kilowattheure. Faites cette différence. Une étude récente a prouvé que le kilowattheure devait être vendu à 1500 francs. Moins, en tout cas. Voilà. 1500 francs pour moi. Le kilowattheure. Pour couvrir le réel besoin de EDG. Ce gap, c'est sur ça que l'État s'engage. À peu près 900 francs. Voilà. Ce gap-là, c'est ce que l'État essaye de combler. De supporter pour les ménages. C'est pour cela qu'on parle d'une subvention
Mais EDG n'est pas subventionné. C'est-à-dire la subvention que vous entendez, c'est pas ça. EDG pas donner de l'argent en espèces. Voilà. EDG ne reçoit aucun franc. Comment on appelle, de cette subvention. C'est le gap là qui est financé. C'est le gap là qui est financé. Et ce gap là sert à payer la facture. Mais quand on entend le PM, il semble ça se c'est le plaindre. PM. Oui, bien sûr. Se plaindre, c'est normal. Mais comment inverser aujourd'hui la tendance? On n'est pas de la même école. Moi, on n'est pas de la même école. Être de l'école francophone et être l'école anglo-saxonne, c'est différent. C'est pas la même vision. On n'a pas la même vision par rapport à cette affaire de subvention. C'est pour cela, moi personnellement, aujourd'hui, quand tu me demandais, on le sort, cette subvention, du budget du ministère de l'Énergie. Ça va permettre, on verra réellement quel est le budget réel du ministère de l'Énergie. Nous avons un budget aujourd'hui qui est gonflé de cette subvention, en fait. Et ça ne nous permet pas, nous, de faire des investissements. Donc, ces investissements, aujourd'hui, du secteur de l'énergie, sur le BND, on ne peut pas le faire. Parce que on a un budget qui est fait pour payer des factures. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cela que nous demandons aujourd'hui que l'État revoie notre structuration budgétaire pour vraiment sortir cette subvention de notre budget, le mettre là où ils veulent le mettre, pour réellement que le ministère de l'Énergie ait un budget qui lui permet de suivre la cadence. Et d'être opérationnel. Et d'être opérationnel. Le budget du département est à quel niveau? On a un budget aux alentours de 4 000 milliards. Donc si vous faites la soustraction de 3 000 milliards, vous savez ce qui reste. Il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Non mais là, on a... Franchement, on a aujourd'hui... nous aurons voulu aujourd'hui aller rapidement sur des projets structurants au niveau de notre département. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut que vraiment les gens... Parce que les gens comprennent toujours... EDG reçoit 3 000... EDG ne reçoit pas 3 000 milliards. Il ne reçoit pas un franc. Ne reçoit pas 3 000 milliards, mais EDG transmet les factures que l'État s'en charge à payer. Très bien. Voilà. Donc c'est cette différence seulement qu'il faut faire, parce que dans la tête du commun mortel, EDG reçoit de l'argent. J'en ai vu d'autres qui ont dit que EDG recevait par an 520 millions de dollars. Comment? Si EDG avait ça, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Monsieur Laï Sekou, camarade ministre de l'Énergie, notre invité. Allez, Mohamed, pour la suite, avant de donner la parole à nos auditeurs. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, quel est l'état des lieux de Tombo 3, devenu Kaloum 3? Oui, Tombo 3, c'est une histoire. À l'époque, l'État a décidé de le donner à un prestataire. Oui, qui était dans une condition qui n'a pas été évaluée réellement. Quel est l'état dans lequel on remet à cet opérateur? Qui a été ministre de l'Énergie également. Bien sûr. Donc, aujourd'hui... On parle de Abessila. Abessila, bien sûr. Pour ne pas le nommer. C'est lui. Voilà. Donc, ce contrat-là, à l'époque, j'étais à l'ACGP. L'ACGP avait dit que ce contrat, c'était pas opportun. Voilà. Parce qu'à l'époque, en 2017, la BID s'était engagée à financer la rénovation complète de cette centrale. Mais pour des raisons X ou Y, on a dit non, il faut le donner à un opérateur. On l'a donné à un opérateur et jusqu'à date, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, la centrale est là. Elle est à l'arrêt. Voilà. On attend la fin du contrat. Vous confirmez? Pour que... Elle est à l'arrêt ou elle fonctionne bon an, mal an? Voilà. C'est-à-dire, avec quelle capacité? Bon, aujourd'hui, je peux dire, ils ont 2 groupes disponibles. Sometimes, c'est-à-dire, ça peut venir, parfois. Voilà, tu ne peux pas compter là-dessus. Normalement, c'est 25. Non, c'est une centrale de 41 MW. C'était des groupes de 11 MW, 11 MW. Et aujourd'hui, les 2 groupes sont hors service complètement. Il n'y a que 2 groupes qui restent disponibles sometimes. Voilà. Le contrat finit quand? Je pense que le contrat... Non, c'est Abessila. Mais monsieur le ministre, le contrat finit quelle année? C'est Abessila qui a envoyé ces groupes. Il n'a pas envoyé de groupe. Non, il n'a pas envoyé. Non, le contrat a été donné. Un contrat de... C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent que cette centrale Tombo 3 est un bien de l'État guinéen. Bien sûr. Ça n'appartient pas à AIS. C'est un bien de l'État guinéen. C'est comme vous aujourd'hui, vous venez demander à l'État avec tous vos moyens, est-ce que vous pouvez me passer la centrale de Kaloum 2? Vous faites la location, vous payez l'ensemble, vous l'exploitez, vous payez des redevances. Vous vendez l'énergie, vous payez des redevances. C'est un contrat comme ça, on est rentré dans un contrat comme ça avec AIS. Mais ce n'est pas le bien de AIS, ce bien appartient à l'État. C'est cette nuance que les gens font. C'était pour entretenir les groupes. Non, c'était pour assurer l'opération maintenance. Tout à fait. C'est l'opérationnalisation de la centrale et la maintenance de la centrale pour produire de l'énergie.
Mais aujourd'hui, nous attendons la fin de ce contrat, parce qu'il faut sortir de ce contrat. Contrat fini quand? En novembre, je pense. Bien. Ok. Une fois que le contrat, nous verrons. Nous avons déjà démarré des discussions avec la BID, parce que c'est la BID qui a financé Tombeau 3. Très bien. La construction de Tombeau 3 à l'époque. Et la BID était prête en 2017 de la refinancer parce qu'une centrale thermique, après 20 ans déjà, elle est obsolète. Il faut la reprendre. Ouais. Donc c'est dans ce sens que la BID en 2017 voulait refinancer cette centrale, mais pour des raisons. Mais aujourd'hui, nous avons déjà amorcé les discussions avec la BID par rapport à cette centrale et en même temps Kaloum 5, qui est une centrale aussi financée par la BID. Très bien. Les vérités du ministre de l'Énergie, M. Laïsekou Kamara, dans Guinée Today. Quelques avis et questions de nos téléspectateurs. Bonjour, Monsieur le ministre. Je veux savoir pourquoi la non-disponibilité de l'énergie dans les secteurs de la part de M. Enoch Guilavogui depuis Symphonia Afrikov. Vraiment, Monsieur le ministre, je veux une réponse. Allez, je pense que le ministre a de quoi noter. Bonjour, l'émission est magnifique. Merci, Monsieur le ministre. L'énergie solaire à Karifa Mouria Kanka avec la société Enersado. Qu'en est-il? Amara Kaba Diakité qui nous envoie ce message depuis Sangoya Marché. Je ne sais pas si vous voulez y répondre. Oui. Bien, on continue. On y va avec cet autre Abouakar Bigop Kaba. Bonjour Omo et à toute l'équipe. Monsieur le ministre, confirmez-vous officiellement que la Guinée exporte aujourd'hui de l'électricité vers le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau? Donc, peut-être on va vous permettre de répondre à ces deux questions. Karifa Mouria est sur l'exportation de l'électricité. Ok, merci beaucoup. Vous savez, nous recevons beaucoup de partenaires, de développeurs, j'appelle ça comme ça, développeurs qui viennent pour dire que oui, j'ai la capacité de construire une centrale de tel mégawatt, une centrale de tel mégawatt. Nous leur donnons l'opportunité de pouvoir vraiment aller de l'avant. Mais souvent, vous pouvez signer tout ce que vous voulez signer et après, c'est en ce moment qu'ils prennent les dossiers pour aller chercher des bailleurs. Mais à l'entrée, ils vont te dire non, les financements, moi j'ai les financements disponibles partout, j'ai les financements, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, bon, quand tu ne le fais pas aussi, on va dire, ah, quand je suis venu au ministère, moi je voulais faire ça pour la Guinée. Et voilà, les cadres m'ont retardé, les cadres ont fait ceci, vous comprenez? Ces gens-là, vous signez tout le contrat, ils vont jusqu'à visiter le terrain pour dire, on va venir faire ça ici, et après tu les vois plus. Waouh. Donc c'est le cas de Karifa Mouria. Vous avez parlé de tout à l'heure de Koumageli. Koumageli, c'est depuis 2014. C'est une centrale solaire à l'Insan qui a subi toutes les procédures jusqu'à la ratification à l'Assemblée nationale. Mais je m'en vais vous dire aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, aucune brique n'est posée. Et on a eu d'autres partenaires après Koumageli récemment. En moins de 1 an, on a pu quand même mettre quelque chose en place. On a pu lancer Kamisaya, qui a ça. Oui, tout à fait. Qui est fait par Vinci Énergie. Et l'autre, c'est depuis 2014. Koumageli, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est ce que je vous dis. Parce que quand ils ont tout ce qu'ils ont demandé, on a fait la due diligence, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et le partenaire n'a pas été fiable. Le partenaire aujourd'hui peine à démarrer. Et même récemment, quand je suis venu comme directeur à EDG, Koumageli est revenu parce que j'étais à la CGP, je connaissais le dossier. Quand je suis venu, là, ils disent non, ils ne se sont pas entendus avec le ministère pour la question du kilowattheure, du coût du kilowattheure. Et moi, j'ai accepté ce coût qu'ils ont dit, d'accord, si on veut avancer, on avance. Ok, on prend ce coût du kilowattheure, allons-y. Imaginez-vous, je reviens comme ministre, ils reviennent encore pour autre chose. Ils ne sont pas sérieux. Bien. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Enersado, c'est la même chose. Moi, Enersado m'a trouvé à Kankan. Quand j'étais allé, pour dire que, quand ils ont appris que je suis arrivé à Kankan, ils sont venus me voir à Kankan pour me dire, non, voici, nous, on est prêts à faire ça. On va faire ça, mais le dossier n'avance pas. À mon retour sur Conakry, j'ai fait avancer le dossier a fait son chemin, et jusqu'à aujourd'hui, Enersado peine. Mais nous, c'est pour cela qu'on est sorti de tout ça. Ok, aujourd'hui, Kankan aura sa centrale aujourd'hui. Donc, avec la BID, nous avons négocié avec la BID. Nous sommes à la fin de la négociation. Aujourd'hui, nous allons lancer la centrale de Kankan. Dans quelques mois, on va lancer cette centrale. D'ici la fin d'année? Voilà. Non, d'ici la fin de l'année, ça va être lancé cette centrale. Très bien. Et sur les questions de Abouakar Bigop, vous confirmez officiellement que la Guinée exporte aujourd'hui de l'électricité vers le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau? Non, attends, vous savez, les gens sont dans l'émotion. Voilà. Il faut sortir de cela.
Nous sommes un pays producteur. Nous avons signé des engagements avec nos pays voisins. Vous savez, la centrale de Caleta était dans le portefeuille de l'OMVG. Quand on la construisait, la Guinée a décidé d'aller seule sur Caleta. Mais il y avait déjà des engagements que nous avons pris par rapport à une clé de répartition de cette puissance. Mais nous avons respecté nos engagements. En respectant nos engagements, nous restons dans le cadre de l'OMVG. Aujourd'hui, nous avons encore réalisé Swapiti. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comment vous pouvez imaginer qu'on a fait toutes ces centrales sans prévoir de ligne pour la Haute-Guinée et le reste du pays? Sans prévoir de ligne. Alors qu'on avait la possibilité de prévoir des lignes pour le faire. Mais on ne l'a pas fait quand même. Donc ça fait que toute cette bonne partie, toute cette bonne partie reste aujourd'hui de grandes villes dont on a parlé tout à l'heure. Je veux parler de Dabola, Farana, Kankan, Kishidougou, Gekedou, Macenta, Beila, Kerouané, n'a pas de courant. Alors qu'on a les plus grosses centrales. Qu'est-ce qui arrive pendant la saison des pluies? Nous avons, une fois que les barrages sont remplis, débordent, versent, c'est de l'énergie perdue. Et nous avons déjà les lignes de liaison que nous appelons l'interconnexion. Nous mettons le réseau sur l'interconnexion. Celui qui prend, il prend. Mais il y a un contrat de base quand même qui nous lie. Il y a une entente préalable à tout ça qui nous lie, qui dit que oui, on peut échanger l'énergie. Quand on a eu la crise en 2024, qui nous a secouru? C'est le Sénégal. On a envoyé de l'énergie du Sénégal. Mais c'est grâce à cette ligne OMVG qu'on a pu faire cela. Si cette ligne n'existait pas, on ne peut pas le faire. Quand on a mis Zérékoré sous tension, alimenter Zérékoré en 24 heures, où on a pris l'énergie? De la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. C'est parce que la ligne existait qu'on a pu prendre de l'énergie en Côte d'Ivoire pour alimenter la ville de Zérékoré. Donc c'est ce que nous, donc c'est-à-dire on fait, c'est pas de l'exportation, c'est de l'échange d'énergie. Aujourd'hui, on ne paye pas de facture à la Côte d'Ivoire ou même chose. On regarde combien tu m'as envoyé, combien je t'ai envoyé. On fait la différence et on fait le report. Donc c'est des échanges d'énergie que nous faisons à des moments bien précis. À date aujourd'hui, on ne peut pas échanger. Personne n'en a. Hein? Tout le monde a on est tous pris au collet, on n'en a pas. La Côte d'Ivoire, je ne peux pas prendre même si je demande. Le Sénégal, je ne peux pas prendre même si je demande. Et si le Sénégal me demande, je ne peux pas donner non plus. Donc chacun reste dans son chacun. Et puis bon, on essaie de régler nos problèmes internes jusqu'à ce qu'encore la situation se rétablisse. Donc en termes simples, la Guinée ne revend pas de l'énergie assez... C'est ce que je dis. Nous sommes dans un programme d'échange d'énergie. Échange de services. Quand c'est possible. Quand c'est possible. C'est pas à tout moment. Voilà. Si tu en as, tu m'en donnes quand j'ai besoin. Je te demande, est-ce que tu peux me donner ça? C'est pour cela qu'on appelle le mouvement d'énergie. Voilà. Nous, nos directions de transport communiquent chaque matin, comme vous êtes là, ils se communiquent. Quelles sont les disponibilités que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'il y a la possibilité d'import, d'export? Si oui, ok, combien tu peux donner? Je peux donner ça, je peux donner ça. En fin de journée, on fait le compte. Bien. C'est ce que nous appelons échange d'énergie. Voilà. Beaucoup de questions sur notre plateforme. Je pense qu'on va pas pouvoir prendre, on va pas pouvoir tout prendre. Et cette question de cet auditeur, bonjour Guinée Today, j'aimerais poser la question sur les compteurs. Sont-ils payants ou gratuits? Parce que certains agents demandent une somme pour cela qui a manque de compteurs. Voilà, donc c'est Lamine Camara depuis Lansana. Merci. Monsieur Lamine, ce que je m'avais te dire, jusqu'à preuve de contraire, si les compteurs étaient payants, on aurait annoncé. On aurait annoncé pour dire que les compteurs sont... Si on n'a pas dit, si un agent véreux va vous dire il n'y a pas de compteur, il faut payer pour le compteur, ça c'est l'agent qui te dit ça. Mais, à ce que je sache, depuis que je n'ai pas encore vu sur une annonce de EDG, les compteurs sont payantes. Les installations ne sont pas payantes parce que c'est EDG qui supporte ce coût d'installation. Il faut que ça soit très clair. C'est-à-dire, nous avons des sociétés auxquelles nous contractons pour faire ces installations. EDG prend des sous-traitants, des entreprises de la place pour installer ces compteurs. Maintenant, si ces agences-là vont vous dire non, il n'y a pas de compteur, ce n'est pas eux. Vous demandez, si vous voulez un compteur, vous adressez votre demande à EDG. Mais si vous adressez à un individu dans le quartier, lui, il cherche à avoir de l'argent. Et ce qui va te faire croire, est-ce que ça c'est EDG qui t'a dit? Tu n'as pas demandé à EDG. Tu as demandé à un individu dans le quartier pour dire je veux un compteur, aide-moi à avoir un compteur. Ça c'est un business entre vous. Oui, donc maintenant, si vous voulez un compteur, vous demandez à EDG
Oui, Monsieur le ministre, dans le même sens avec cette histoire de compteur, la question, elle vient de ma maison. On a l'impression des fois que nous rechargeons EDG ou bien ces compteurs ont déjà des facturations standards. C'est-à-dire que vous rechargez par exemple 200 000, vous sortez, madame n'est pas à la maison, les enfants ne sont pas à la maison, vous-même vous n'êtes pas à la maison, vous faites un usage rationnel de... Donc vous éteignez tout pratiquement. Vous éteignez tout pour vérifier, mais on a l'impression, par exemple, lorsque vous faites un usage habituel, par exemple 100 000 va vous prendre une semaine, mais vous voulez quand même tester, vous mettez 100 000 et puis tout le monde est dehors et puis avec un usage vraiment très restreint, mais les 100 000 quand même ne font pas les une semaine. Je ne comprends pas. Qu'on consomme ou pas, les une semaine, les 100 000 sont déjà partis. Vous aurez de la chance. C'est comme si c'est paramétré. C'est comme si c'est paramétré d'avance, en fait. C'est-à-dire vous aurez la chance d'avoir le directeur général de... Oui, Inch'Allah. Peut-être que ce détail technique, lui pourra rentrer dans ça. Tout à fait. Moi, ouais, c'est le niveau stratégique. Oui, mais en tant que peut-être consommateur aussi, c'est pas trop si monsieur le ministre a un compteur chez lui. Non, j'ai un compteur après bien paiement. sûr, forcément. Est-ce que c'est comme ça? Vous n'avez pas fait ce constat-là? Bon, j'ai pas fait ce constat. Je sais que je charge. J'ai d'abord commencé à charger pour voir l'évolution de ma consommation. Ok. Pour voir l'évolution de ma consommation. Les appareils qui consomment beaucoup, eux, je les exclus. Oui. Au fur et à mesure, je vois combien ça me tient dans le mois. Oui. Certains climatiseurs, je les mets off. Oui. Ok. Oui. J'ai pas besoin de ça. Je coupe au disjoncteur. Oui. Moi, je le coupe. Même si je ne suis pas là, tu peux pas mettre. Oui. Moi, c'est juste voir combien, comme tu l'as dit, les 100 000 que j'ai mis, combien ça m'a fait. Dans la semaine ou dans 2 semaines ou en combien de semaines. Oui. Bien. Et maintenant, quand je mets 100 000, je mets 200 000. Je vois la différence. Oui. Ok. Parce que moi, je recharge mon compteur. Oui. Vous pouvez aller vérifier chez moi. C'est un compteur après paiement. Bien. J'ai demandé. Alors, pourquoi la Guinée a opté pour les compteurs après paiement? Quelle est aujourd'hui l'étendue de leur déploiement sur tout le territoire? Non. Tout le monde opte. C'est-à-dire les sociétés d'électricité aujourd'hui ont tous opté pour les compteurs après paiement pour une simple raison. Premièrement, tu contrôles ta consommation. Deuxièmement, on est rassuré que tu payes ta facture. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Parce que quand tu as ton compteur après paiement, si ton courant se coupe, tu seras obligé de recharger. Je n'ai pas besoin, moi, de te demander paye ma facture. Ouais. C'est toi qui sais si tu mets de l'argent ou pas. Si tu veux rester dans le noir, tu restes dans le noir. Ouais. Mais c'est ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, la consommation abusive de l'énergie, aujourd'hui, il y a des jeunes dans le quartier qui font du thé avec le courant. Du jamais vu. Ouais. Au lieu du charbon, ils préfèrent faire du thé aujourd'hui. Ok. Donc les gens aujourd'hui, tout le monde, toutes sortes d'appareils sont chez tout le monde. Quel que soit son niveau salarial, il a tout chez lui. Tu as un climatiseur, j'ai un climatiseur. Même si j'ai une cabane, j'ai un climatiseur dans ma cabane. Tu comprends? Tu as un fer à repasser, j'ai un fer à repasser. J'ai la cafetière. Voilà. J'ai tout ce que tu peux imaginer. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui chauffent de l'eau avec les cafetières pour se laver. Comme les bars, oui, bien sûr. Monsieur le permettez passer pour d'autres questions. C'est important de prendre l'avis de nos. Oui, allez-y. Monsieur le ministre, on dit l'exemple vient d'en haut, limitation d'en bas. Qu'en est-il de la situation de nos départements ministériels? Très bonne question. Général, en ce qui concerne les paiements des factures à date. Et l'installation des compteurs. Et l'installation des compteurs. Cette question révolue au niveau des départements. Parce que tous les départements, même si tu vois au ministère de l'Énergie, c'est un compteur après paiement. On voulait savoir, est-ce que le processus est. Les ministères doivent beaucoup d'argent à IDG. Oui, mais maintenant, comment on appelle? Aujourd'hui, c'est les compteurs après paiement qui sont là. Mais comment on fait pour régler les anciennes factures? Non, les anciennes dettes quand même. Oui, c'est des dettes qui sont là, que oui, au fur et à mesure que l'État va éponger, l'État s'est engagé d'éponger ses dettes avec le EDG. Ça, maintenant, c'est le travail pour que ces dettes-là soient payées. Il y a un moratoire de paiement de ces dettes. Donc, à date, aujourd'hui, tous les compteurs après paiement, les ministères sont dotés de compteurs après paiement. Donc ça, cette question, même le Premier ministre l'a dit. Très bien. De la primature au dernier département, vous avez des compteurs après paiement. Très bien. Donc cette question, même à la présidence, c'est le compteur après paiement parce que le président l'a exigé. Oh, c'est très bien. Voilà. Donc ça veut dire que toi et moi, nous devons avoir des compteurs après paiement. J'en ai déjà chez moi, monsieur le ministre. Bonjour Télé 24, bonjour à tous les chroniqueurs, aux auditeurs de l'émission Guinée Today. D'abord, félicitations à monsieur le ministre, ingénieur électro-énergéticien Laï Sekou Kamara. Merci pour l'accélération des travaux de l'électrification de la Haute-Guinée. Mais monsieur le ministre, savez-vous que plusieurs poteaux ne s'allument plus? Comment ils sont gérés? C'est Fasseli Mamadi Oularé, jeune philosophe de lumière pour sa génération, qui pose cette question. D'accord. Vous savez, l'État a dépensé des millions de dollars, des milliards de francs guinéens
pour mettre de l'éclairage public à Conakry. Aujourd'hui, sortez regarder la ville de Conakry. On a tout cassé. La plupart sont cassés par les conducteurs. Ça, c'est de l'incivisme. Parce que le bien de l'État, aujourd'hui, on n'a pas de respect pour le bien de l'État. Quand quelqu'un a une panne de voiture, son deuxième frein de secours, c'est les poteaux d'éclairage public. Et vous pouvez le constater à travers toute la ville de Conakry aujourd'hui. Vous savez, je suis allé à Kigali une fois, je me suis promené dans la ville, j'ai demandé à mon collègue, j'ai dit, mais je n'ai vu aucun poteau d'éclairage public à terre. J'ai dit, est-ce que les gens touchent ces poteaux-là, les véhicules? Il dit, non, c'est très simple. Quand tu le touches, tu as 9 mois de prison. Waouh. Plus les amendes. À toi de voir. Tu l'évites ou tu le touches. Qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil en Guinée aujourd'hui? Non, c'est ce que j'ai. Au début, ici, je me souviens, quand on venait d'installer l'éclairage public à Koya, au moment où on installait, il y a des véhicules qui sont venus. C'est la population même qui est sortie contre ces gens-là. Ouais. Je me souviens de cela. C'est la population même à un moment qui dit on est resté longtemps dans le noir ici, on nous met de l'éclairage public, vous, pouvez, oui ou non, vous cassez ces poteaux-là. Mais à force de les casser, les gens étaient fatigués. Allez-y aujourd'hui sur la route de Koya. Combien de poteaux sont à terre? Ça, c'est une situation. Et des fois, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il faut réellement? Parce que l'État dépense suffisamment d'argent. Il faut régler le problème en amont. Regardez, quand j'étais aux travaux publics, la route pour aller à l'aéroport, vous savez, on a mis des murs. Ça, j'ai fait exprès. J'avais mis des TP, j'ai dit non, enlevez-moi ça. Vous mettez des murs, vous mettez les poteaux. C'était pour protéger les poteaux électriques. Et c'est grâce à ça aujourd'hui, même si tu viens, tu n'as pas le temps de le cogner. Il est entre deux murs. Hein, vous voyez cette protection du poteau. Voilà un peu cette idée qu'on a eue pour faire ça. Quand j'étais aux travaux publics, c'était pour protéger ça, pour éviter, parce qu'on va mettre encore de l'argent, on va faire encore 2x2, on va mettre des poteaux d'éclairage public. Demain, c'est pour venir utiliser ça comme frein de secours. Une fois que quelqu'un perd l'allure, voici son frein de secours, c'est les poteaux. Allez-y sur la T5. Aujourd'hui, quand vous voyez, non seulement il rase carrément, même il sort même le massif dans le sol. Tellement le choc est violent. Donc c'est devenu le frein de tous les Conakryka. Quand quelqu'un a un problème, un gros camion, une voiture, la première des choses, c'est de viser le poteau électrique. Et ça, c'est une situation aujourd'hui qui est là. Peut-être avec l'arrivée d'un nouveau maire, on verra ce que ça va donner. Voilà. Donc c'est un peu ça. Bonjour Titi. Dites à Monsieur le ministre qu'à l'agence EDG de Kountia, il n'y a pas de compteur après paiement. À moins que vous voulez acheter, les agents refusent catégoriquement de donner des compteurs, à moins que tu donnes de l'argent. Et ça se négocie entre 500 000 à 1 million. Donc du côté de Kountia. Donc moi je pense que cette information, EDG doit la prendre au sérieux. D'accord? Ça c'est à la direction de EDG de prendre ces informations au sérieux, demander l'avis des populations de ce qui se passe. Parce que peut-être le directeur général il n'est même pas au courant de ça. Ça ce sont des pratiques. J'ai été directeur général, je sais ce qui se passe. Bien sûr. Voilà. Donc il y a des pratiques à EDG dans les quartiers. Ça peut même être un bénévole qui est là-bas qui te demande ça. Parce que nos populations, ceux qui ils ont la paresse d'aller s'adresser réellement où ils doivent s'adresser. Parce que j'ai vu des gens, ils donnent de l'argent, leur facture, va me payer ma facture. Il donne à quelqu'un, lui il a la paresse d'aller à l'agence privée, donc il donnait avant. Moi, ça m'est arrivé moi-même. Quand je venais d'arriver, à l'époque à la CGP, je rentrais tard, je sortais tôt, on est venu me couper. L'agent qui est venu me couper, il dit non, quand vous n'avez pas le temps, moi je peux faire votre abonnement. Donc je dis c'est combien? Il dit non, j'ai besoin de la photocopie de ta carte d'identité plus 1 million. Alors que l'abonnement à l'époque était à 300 000. Je l'ai donné les 1 million, plus la photocopie de ma carte, je ne l'ai plus jamais vu. Wow. Vous comprenez? Donc je ne l'ai plus jamais vu. J'étais obligé encore moi-même d'aller demander à me faire abonner. Mais lui, je ne l'ai plus vu. Ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est la paresse. Donc là, c'est une situation réelle. Hein. Les gens ils viennent dans les agences, mais ils ne trouvent pas de compteur. Parce qu'il y a ce message suivant. J'attire votre attention, Monsieur le ministre, par rapport aux faits spécifiques
de Manéa par rapport à ces compteurs prépayés. Ils sont vendus aux clients. Malgré la venue de ces compteurs prépayés, ils continuent toujours à réclamer les arriérés aux clients malgré la présence de nouveaux compteurs. Je ne comprends pas. Non, ce que les gens oublient, par exemple, quand aujourd'hui tu me demandes si tu as fait une demande d'installation de compteur après paiement, mais tu avais des arriérés avant ta consommation. Ouais. Ce n'est pas parce que j'ai mis un compteur après paiement aujourd'hui que je ne paye plus ce que je dois à l'entreprise. Ouais. Ça est là, c'est important. Ça est là. Il faut que tu saches que ça n'a pas effacé, mais ça t'a permis au moins d'avoir quelque chose qui te permettra désormais d'éviter l'abus de consommation. Et ça te permet aussi de contrôler ta consommation. Mais ce que tu as laissé là-bas reste là-bas. Il faut l'éponger. Ouais. C'est une dette, il faut payer. Bien. Voilà. Il y a une question, si on disait aux gens, non, tu ne peux pas avoir de compteur si tu n'as pas payé ta dette, non. Nous, on te met un compteur pour freiner la consommation abusive et toi-même t'aider à contrôler ta consommation. Mais par contre, tu dois, aujourd'hui tu charges ton téléphone, et quand même, chaque fois, il faut penser à payer sa dette. Tout à fait. C'est ce que ça veut dire. Et cet autre, bonjour, monsieur le ministre, dans la zone de Yataya, l'agence et DDG exige aux clients le paiement des arriérés contractés au temps de la Covid. L'agence est allée jusqu'à couper certains ménages pour non-paiement d'arriérés et est-ce normal, monsieur le ministre? Saliouba, depuis Yataya pour la Madina. Oui. Vous savez, nous avons fait un moment, nous avons fait un pacte avec... c'est une réalité, hein, je ne nie pas ce que... Je connais des confrères aussi qui ont été impactés par ça. Nous avons demandé... un moment, le montant, l'État s'est engagé avec EDG de prendre ce montant en charge. Ouais. Certains avaient déjà payé les arriérés, certains n'arrivaient pas à payer. Donc il y a certains qui avaient toujours ce montant sur leurs factures. Et nous avons fait la situation de ces factures de Covid. Donc ces factures-là, l'État s'est engagé à payer à EDG. Bon, vous savez, on a toujours des agents qui ont toujours des petits moyens pour pouvoir aller derrière les gens pour pouvoir faire leur argent. Aujourd'hui, donc, ces questions-là, je pense qu'il faudrait voir avec EDG comment on peut trouver une solution à cela. Parce que je ne sais pas comment ça se traite actuellement à l'interne de EDG, mais c'est une question qu'il faut remettre sur la table pour que vraiment, dans les agences, qu'on essaye de faire une communication là-dessus pour pouvoir mieux informer la population par rapport à cette situation de facture Covid. Parce qu'elle a persisté. Ouais. Le Covid, il y a longtemps, c'est fini. Ouais. Mais ça continue à persister. Il faudrait une bonne fois qu'on prenne toutes les dispositions pour pouvoir résoudre cette question de facture Covid. Bien. Il nous reste plus que 10 minutes à passer ensemble dans le cadre de cette interview. Peut-être, monsieur le ministre, on va s'intéresser à présent à l'électrification rurale. Il y a une agence qui s'y emploie donc à cet effet, l'AGR. Quels sont les acquis dans ce sous-secteur aujourd'hui? Aujourd'hui, l'AGR est en train de faire vraiment du gros travail. Très bien. Vous savez, aux infrastructures, nous avons mis les routes préfectorales comme une priorité. Parce que les routes préfectorales, c'est elles qui atteignent la population dans tous les confins du pays. Ouais. C'est la même chose en énergie. C'est-à-dire l'exemple des routes préfectorales en énergie, c'est l'électrification rurale. Vous allez voir un village de 200 habitants, vous mettez un courant, le village se transforme tout de suite. Ouais. Donc ça a plus d'impact sur nos populations. Ouais. Aujourd'hui, c'est pour cela que l'AG est en train d'aller avec une vitesse vraiment très élevée et j'encourage le directeur général aujourd'hui qui est en train de vraiment aller avec une vitesse, avec un accompagnement de tous les bailleurs de fonds. Très bien. Ouais. Donc, avec un accompagnement de tous les bailleurs de fonds, ça aura tellement d'impact dans nos régions aujourd'hui. On a beaucoup de gros villages aujourd'hui qui ne sont pas des sous-préfectures, mais des gros villages qui ont besoin de ça. Ça permet d'abord d'améliorer l'adduction d'eau. Tu n'as pas besoin de choses. Tu fais juste, comment on appelle, un forage industriel avec les panneaux solaires. Le village a l'eau. 24 heures sur 24. L'eau potable. L'eau potable. Ouais. Et ils ont le courant la journée. Donc ça a tellement d'impact que c'est une action qu'il faut encourager. Et une fois, quand on a échangé avec le président de la République là-dessus, c'est ce qu'il veut. Il veut que tous les Guinéens sentent le développement de la Guinée, c'est-à-dire l'envolée aujourd'hui de la Guinée. C'est-à-dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, que la Guinée est en train à une vitesse a pris sa vitesse de croisière, tout le monde doit le sentir. La seule façon pour moi aujourd'hui de dire à quelqu'un qui est jusqu'à Saraboïlo, là-bas, s'il a son courant aujourd'hui, s'il a son courant, ça lui permet
au moins de développer son petit business à côté. Donc c'est pour cela que l'AGER est devenue une structure très importante du ministère de l'Énergie aujourd'hui, qu'on a mis en priorité ce département pour les accompagner par tous les moyens. Ça nous permet aujourd'hui, au moins dans toutes les régions de la Guinée, d'avoir des villages électrifiés. Bien. Mohamed? Aujourd'hui, au-delà des projets que vous avez eu à citer là, quels sont les autres chantiers ouverts dans tout le pays? Non, aujourd'hui, dans tout le pays, nous avons des chantiers. Aujourd'hui, il y a l'extension des réseaux de distribution pratiquement dans toutes les régions. Quand tu prenais la région forestière aujourd'hui, pratiquement d'ici la fin de l'année, beaucoup de villes vont être alimentées en énergie électrique. Très bien. Avec le réseau interconnecté, bien sûr. Et si nous venons du côté de la Haute-Guinée aussi, c'est la même chose. On est en train quand tu arrives à Kankan aujourd'hui, à la périphérie de Kankan, on est en train de faire l'extension du réseau dans le projet de PAEC. Aujourd'hui, on est en train de faire l'extension du réseau de distribution. Ça, ce sont des actions concrètes qu'on est en train de mener aujourd'hui. Et si vous allez au Fouta aujourd'hui, on a des projets autour des postes de l'OMVG. Déjà, le Fouta, eux, ils ont le courant. Et ils ont déjà le courant parce qu'aujourd'hui, il y a la ligne OMVG qui a permis de sortir le Fouta dans cette situation. Très bien. Mais c'est seulement les autres villes aujourd'hui, comme les villes comme Dabola, Farana et jusqu'à Kankan, qui sont dans une situation encore précaire. Donc aujourd'hui, nous mettons un focus sur ces villes-là. Aujourd'hui, pour qu'on n'ait pas mieux que eux. Quand je vois quelqu'un ici pour une coupure de 2 heures, lui se plaint, alors que son papa au village là-bas a plus de 6 heures, 10 heures sans courant. S'il est dans une ville comme... Arriver la nuit à Kisidou, ça va, vous allez vous demander, mais est-ce que ça veut dire quoi ça? Vous arrivez la nuit à Kisidou, c'est choquant. La ville est noire, une grande ville étendue, elle est noire. Être à Kankan à 2 heures du matin, c'est pas aisé pour tout le monde. Mais la journée, quand vous voyez une ville splendide qui est en train de se aussi construire, magnifique, aussi magnifique, et puis la nuit, quand la nuit tombe, vous êtes dit, oh, comment? Mais est-ce que ce n'est pas la faute à l'État, une répartition inéquitable de l'énergie? Attention, vous savez, l'État... parce que tantôt vous avez dit qu'on aurait pu faire les lignes de transport de qualité soit petit vers ces régions. Non, attention, ça dépend de la vision que nous nous donnons. Ça veut dire qu'à l'époque, les dirigeants de notre pays ont manqué de vision. Si tu te limites à satisfaire Conakry, parce qu'aujourd'hui, des gens pensent que quand Conakry a le courant, c'est la Guinée qui a le courant. C'est ça, non? Quand il y a coupure à Conakry, ça veut dire qu'il y a coupure partout en Guinée. C'est ça. C'est ce qui est dans la tête. C'est ce qui est dans la tête. Dans la tête des et on oublie que les habitants de Conakry. C'est vrai, c'est la capitale. Elle doit être éliminée. C'est vrai, c'est notre capitale, c'est notre vitrine. C'est l'entrée de la Guinée. Mais par contre, il y a d'autres qui ont là-bas depuis l'indépendance, ils n'ont pas le courant. Depuis l'indépendance, ils n'ont pas le courant. Ils en souffrent. On est tous venus de là-bas. Quand vous allez en vacances dans votre préfecture, la première chose qui vous choque, c'est le manque de courant. Quand vous prenez vos enfants ici, vous arrivez, c'est le manque de courant qui vous choque. Aujourd'hui, la volonté du gouvernement, c'est de mettre tout le pays au même niveau. Grâce au projet OMVG, on a réussi à mettre une partie au même niveau. Regardez la Basse-Côte, prenez la ville de Bofa. Bofa n'a pas de courant. Mais ça doit nous interpeller tous. C'est comme une grande ville minière. Voir tout ce qui est autour de Bofa. Vous avez Kolabouni, vous avez Kamsa, vous avez Boké Inself. Ils ont tous le courant. Conakry a le courant. Mais Bofa n'a pas le courant. Comment vous expliquez cela? Justement, moi je trouve que ça c'est injuste. Bofa doit avoir le courant. Donc c'est pour cela que j'ai mis Bofa en priorité. J'ai dit à Bofa, il faut que Bofa ait le courant. Et sur ça, on est en train de travailler pour que Bofa ait son courant. Parce que c'est pas normal que tout ça aux alentours, sous une préfecture comme Bofa, avec tout ce qu'il y a autour de Bofa, aujourd'hui n'a pas. Donc c'est pour cela qu'à Bofa aujourd'hui, on est en train de construire la ligne avec TBEA, c'est-à-dire ceux qui font Amaria. Ils vont faire un poste à Bofa, ils vont faire un poste à Bel Air, avec Elecnor aujourd'hui. Ces contrats-là sont signés et ça va bientôt être lancé. En dehors de ces lignes qu'on va construire, mais j'ai demandé pour le moment qu'on tire la ligne moyenne tension de Boké jusqu'à Bofa. Au moins, ils auront le courant en attendant le réseau qui est là. On va alimenter ce réseau-là. Et après, la haute tension viendra. C'est la même chose qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on a planifié, à partir des postes de Beila, nous allons alimenter Massanta, Gekedou. À partir du poste de Kerouani, nous alimentons Kisidou directement.
Ça, ce sont à moyenne tension avant la haute tension. Mais pour le moment, il faut sortir ces villes-là du noir. Ouais. Au moins, même si toute la périphérie, mais au moins les centres-villes auront le courant 24 heures. Très bien. Et après, on a une discussion pour faire les hautes tensions pour pouvoir combler tout ce manquement. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que oui, notre pays, on est à une vitesse de croisière. Ouais. Et cette vitesse de croisière, aujourd'hui, il faut que tout le monde sente que oui, la Guinée s'est réveillée. Moi, je ne peux pas ici en train de dormir sous la climatisation et que ma grand-mère à Cancan là-bas est en train de dormir dans la chaleur. Ouais. Il fait très chaud à Cancan. Ouais, à la portée des moustiques. Voilà. Et Donc, à Dabola, il faut monsieur le ministre, il y a le cas du barrage de Tenkiso, avant de donner la parole à Bien sûr, nous Ouais. sommes le Tenkiso aujourd'hui. Dont le lit était complètement non. ensablé. Non, ça, vous savez, on est dans un régime qui est géré par un jeune. Très bien. Il y a de la vision. Très bien. Il ne dort pas. Ouais. On a déjà le Tenkiso 2. Aujourd'hui, on a fini de négocier avec Enan Chine qui va se développer aujourd'hui un financement BIDC. Très bien. Donc ça, c'est déjà réglé. Vous savez, Dabola, c'est le centre. Ouais. Hein? Ouais. Donc Enan Chine aujourd'hui va nous construire la centrale de Tenkiso 2. Donc une nouvelle centrale. Une nouvelle centrale, c'est-à-dire on aura la même chose comme on a Grande Chute, donc il y a Grande Chute, Ok. on aura aussi Tenkiso 2 et Tenkiso 1. Très bien. Donc non seulement Tenkiso 2 va fonctionner, mais elle va alimenter sur toute l'année Tenkiso 1 pour produire de Donc, l'énergie. ça permettra de couvrir les besoins de la région de Oui. Farana. Et tout récemment, lors de ma visite à Bamako, dans le cadre de l'OMVS, nous avons discuté avec l'OMVS pour construire la ligne de Manantali jusqu'à Dinguiraye. Voilà, donc nous allons construire cette ligne dans le cadre sous-régional. Très bien. Donc de Manantali jusqu'à Dinguiraye, ça nous permet de quitter l'Abbé, rattraper Dinguiraye pour rentrer à Sigiri. Bien. Donc on couvre tout le pays en transport. Ouais. Ouais, c'est quand même une belle vision. Hein. Il reste 6 minutes. Oui, Bah, on c'est va cool. parler de ces incendies meurtriers d'origine électrique qui continuent dans de nombreuses familles dans nos quartiers. Qu'est-ce qui est prévu pour changer cette donne? Et puis il y a la question également de quelqu'un ici qui dit pourquoi pas des investissements en BOT dans le secteur énergétique? Ok, de BOT. Déjà, Amaria, c'est du BOT. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que nos opérateurs économiques, nous qui ont des industries, qui s'intéressent au secteur de l'énergie, c'est-à-dire investir dans le secteur de l'énergie. Hein, c'est du business. Ok. Et la production, chacun peut construire sa centrale à lui. Ils mettent de l'énergie sur le réseau. Signer un contrat d'achat d'énergie avec EDG. Donc, c'est un secteur qui est ouvert à tout le monde. Il faut que les gens viennent mettre de l'argent pour qu'on puisse avancer, évoluer. C'est du business. Donc les gens, tout le monde est appelé. C'est Topaz qui nous a fait Donkea. Ça c'est un exemple. On est venu, Donkea était à l'arrêt, les deux groupes étaient à l'arrêt complètement. Ils sont venus, on a négocié, ils ont financé le projet. Aujourd'hui, Donkea est en plein pot. Et grâce à ça, aujourd'hui, on produit de l'énergie. Donc on peut, beaucoup de personnes, donc il y a du BOT en Guinée. La centrale à BOT, à Maria, c'est 300 MW, c'est du BOT. Donc aujourd'hui, c'est ouvert. Si tu as du BOT, comment on appelle, si le BOT est là, nous ça nous intéresse, ça nous évite les tracasseries avec les bailleurs classiques où ça te peut 3 ans de négociation. C'est le minimum, hein. Quand tu commences la mobilisation pour un projet avec les bailleurs classiques, tu as au moins 3 ans. Ouais. Tu as au moins 3 ans. Et il faut connaître Bien. les rouages. Ouais. Les incendies. Les incendies, monsieur le bon, ministre. c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Ici, par exemple, on est dans votre studio. Là. Ouais. Qui a installé votre bâtiment? Quelle est l'assurance que vous avez là-dessus? S'il y a un incendie, est-ce que c'est EDG? Est-ce que c'est vous à l'intérieur? C'est la question qu'il faut se poser parce que le problème c'est quoi? On pense que monter les murs, tu ne te rends pas compte que c'est dangereux, sauf quand il y a le feu. Mais vous oubliez que EDG n'a aucune responsabilité à l'intérieur d'un bâtiment. Oh, mais les variations de tension, monsieur le ministre. Oui, Ouais. mais il faut le prouver. Mhm. Tu comprends? Les variations de tension. une réalité, monsieur le oui. ministre. Attention, Dans vous les avez quartiers. arrive parfois après les coupures. Par exemple, la Kiroti. Laissez-moi finir ou bien. Oui, vous allez Ok. allez, oui. Quand vous avez une variation, les disjoncteurs que vous avez, que vous choisissez, le disjoncteur est là pourquoi? C'est pour arrêter ces variations. C'est pour couper ces surtensions. C'est ça son rôle. Équilibré, oui. C'est ça son rôle. Ok. On dit différentiel, c'est un disjoncteur différentiel. Il voit la différence et il coupe, il te protège. Maintenant, le calibrage de ces disjoncteurs-là, qui le fait? C'est votre électricien. Tout à fait. C'est lui qui choisit pour vous. Mhm. Est-ce que c'est EDG qui choisit? Non. Non. Good. Maintenant, votre installation interne, qui la vérifie? Est-ce que les terres sont correctement mises? Ouais.
Mais justement, il faut un système de contrôle. Oui, mais ce système de contrôle, est-ce que ça c'est le travail de EDG? Non, vous pouvez le EDG peut mettre en place ces systèmes. Il faut que, non, pour certains, pour le commun mortel, quand il y a un incendie chez moi, EDG est responsable. C'est la première chose qu'on se dit. En oubliant que oui, tu n'as eu aucun certificat qui t'autorise pour dire que, premièrement, les installations que j'ai faites sont dans les normes. Qui doit certifier? Ça, c'est pas EDG non pas. Non, mais dans un passé récent, monsieur le ministre, il y avait quand même une structure qui avait été mise en place à cet effet. Pour contrôler. Est-ce que c'est une structure de EDG? Une structure mise en place. Privée. Donc, ça veut dire quoi? Vous collaborez avec EDG. Vous, votre studio ici, avant de demander l'abonnement pour votre studio, vous aurez pu demander à cette structure de venir vérifier vos installations. Qui vous certifie, oui, l'installation de notre studio est correcte, est conforme, EDG peut vous alimenter. N'est-ce pas? Oui. Ok. Si cette conformité, maintenant, s'il y a comment on appelle, un incendie, soit, parce que quand EDG vient, quand tu dis qu'il y a un incendie, on regarde l'origine de l'incendie. Est-ce que c'est venu du poteau pour venir dans le bâtiment ou c'est un truc interne? Parce que je n'ai pas la responsabilité de ton installation interne. C'est toi qui as la responsabilité. Est-ce que ce n'est pas alors mieux que EDG déploie des missions? Non, chacun a sa mission. De contrôle, de vérification. Non. Chacun a sa mission. La mission de EDG, production, transport, distribution. Tu comprends? Il t'amène jusqu'au poteau, jusqu'à ton compteur. Donc la sécurité des ménages ça incombe aux propriétaires. C'est à toi, à l'État, pour dire qu'il faut mettre des structures en place pour demander aux gens, quand tu fais la... Parce que regardez aujourd'hui, quand on a demandé aux immeubles d'avoir leur propre transformateur, quelqu'un qui a la possibilité de construire un immeuble de 6 étages a la peine à acheter un transfo de 100 kVA pour venir installer chez lui. Comment vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire, on lui dit, il se branche sur le transfo de quartier. Ça combien coûte 100 kVA? Non, un transfo, c'est aux alentours de 150 millions, 200 millions de francs guinéens. Mais quelqu'un qui peut investir pour construire tout un immeuble de 6 étages, lui peine à acheter un transformateur. Donc c'est à partir de 6 étages? Non. À partir de 2 ou 3 étages? À partir déjà, surtout des bâtiments, comme on appelle, usage commercial, déjà à partir de 2 ou 3 étages, il faut avoir ton propre transformateur. Parce que les gens que tu loges dans ton bâtiment, c'est des gens qui vont s'équiper. Et vous, seulement le bâtiment, vous allez vous brancher sur le transport du quartier pour empêcher tout le monde. Monsieur le ministre, bien, on arrive au thème de l'émission. Ces transformateurs, qu'est-ce qui explique souvent ces problèmes avec des transformateurs qui pètent dans les... des transformateurs qui pètent dans les quartiers. Comme le cas exactement depuis 2 jours de Kiroti, sans courant. Beaucoup de transformateurs pètent dans les quartiers. Qu'est-ce qui explique et le délai d'intervention, de réparation. Justement, vous avez vu le dimanche, nous avons donné des équipements à EDG. Le Premier ministre même était là, a donné des équipements. Tous ces équipements-là, c'est pour améliorer le temps de réponse de EDG. C'est-à-dire quand il y a une panne, qu'il puisse intervenir rapidement pour corriger la panne. Mais aujourd'hui, notre gros problème aujourd'hui, c'est au niveau de la clandestinité dans les quartiers. Parce qu'un transformateur a une charge précise. Mais si on continue à brancher, jusqu'à dépasser la charge du transformateur, de toutes les façons, elle prend ce qu'elle peut prendre. Et au-delà de ça, elle fait quoi? Elle pète. Maintenant, si ça trouve qu'il n'y a pas un stock adéquat pour suivre, il y a combien de transports? Donc, le temps de réponse, là, tout ça, ça fait partie du temps de réponse. C'est-à-dire pour EDG venir descendre ce transformateur, mettre un autre, mais avant de mettre un autre, il faut qu'elle analyse pourquoi le transport a pété. C'est une surcharge, c'est un défaut interne, il y a plusieurs choses. Bien. Donc, nous sommes quand même, il faut féliciter cette entité pour dire que oui, elle fait le maximum de ce mais nous avons fait beaucoup d'amour. Parce que tant que la population ne nous apprécie pas, on n'a pas fini. Tout à fait. Donc, si la population n'est pas satisfaite, quelle que soit l'argumentation qu'on va donner à la population, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que la population veut le courant. Mais aussi à la population de payer cette énergie qu'elle consomme et de diminuer l'abus sur le réseau. Et dire aussi aux agents qui se promènent avec des pinces et des ceintures autour dans les quartiers, aussi de ne pas agresser le réseau de EDG. Très bien dit. C'est plus important parce que quand eux ils le font, ça impacte tout le monde. Bien. Je pense qu'on a fait le tour complet de l'ensemble des questions qui étaient inscrites lors de cette interview, de ce grand oral. Grand merci à vous, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous notez sur combien? Sur 9 sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10. Oui. 9, combien sur 10? 8 sur 10. 8,50. Ok.
9 aussi, 9 sur 10. Grand merci à vous, monsieur le ministre. Merci à vous. C'était une belle vraiment, prestation. merci pour cette émission. Merci beaucoup. Ça permet un peu d'éclairer notre population. On a aimé. On va voir le directeur de EDG. Oui, non, à vous de voir, de le contacter, il donnera plus de détails que je ne donne sur EDG. Mais ce qui est clair, ce que je m'en vais rassurer à la population guinéenne, aujourd'hui, notre pays se bat pour que l'énergie soit dans toutes nos villes, aujourd'hui, que les gens aient le courant. C'est ça l'objectif fondamental. Tout ce qu'on est en train de dire là, coupure, pas de coupure, ça c'est du détail. Mais il va y arriver un moment où on va dépasser cette situation, mais nous sommes en train de dépasser cette situation. Et je vous dis qu'aujourd'hui, tout ce qui est là, nous faisons aujourd'hui au département, aujourd'hui, comment sortir la Guinée de cette situation aujourd'hui. Très bien. Mais n'oubliez pas que notre pays, c'est la dorsale de la sous-région aujourd'hui. Tout le monde compte au WAP. Le WAP compte sur la Guinée. Bien. En termes d'énergie. Merci beaucoup, monsieur Laye Sekou Kamara, ministre de l'Énergie. Il était notre invité. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les chroniqueurs. Merci également à la régie. Restez sous Télé 24. Les programmes continuent et à demain. Au revoir.